L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours, du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va faire entrer la montagne dans les prétoires pour essayer de mieux comprendre comment s'exerce le processus judiciaire lors d'un accident de montagne. Et pour parler de ces sujets, je reçois Philippe Faucheux, directeur de la Maison de la Montagne de Grenoble. Bonjour Philippe. Bonjour. À côté de vous, Éric Descamps, guide de haute montagne, conférencier. Vous avez enseigné également à l'ENSA, l'École nationale de ski et d'alpinisme. Bonjour. Bonjour. Et puis Jacques Dallest, procureur général près de la Cour d'appel de Grenoble. Bonjour Jacques. Bonjour. C'est comme ça qu'on dit exactement votre... C'est le titre. C'est le titre ça. Officiel. C'est le titre officiel. On va faire pas mal de pédagogie pendant cette émission. On peut peut-être démarrer par votre rôle et la fonction d'un procureur. Alors, j'ai été procureur de la République avant d'être procureur général. Le procureur général, c'est un magistrat qui exerce le ministère public dans une cour d'appel. La cour d'appel de Grenoble, elle couvre 3 départements, Isère, Hautes-Alpes et Drôme. Et dans chacun de ces départements, il y a un ou plusieurs procureurs de la République. 3 dans l'Isère, 1 dans les Hautes-Alpes et 1 dans la Drôme. Donc, je coiffe les 3 départements, les 5 TGI, et je m'occupe des poursuites, notamment au second degré. Lorsque les personnes sont condamnées en première instance, elles peuvent faire appel et l'affaire vient à la cour d'appel. Et mon rôle, c'est celui-là en particulier, plus des tâches de gestion, d'administration de la cour d'appel et des tribunaux que j'évoquais. Il y a un procureur de Grenoble, procureur Coquillat, qui a fait, on va dire, la une des médias ces derniers temps, notamment avec l'affaire Maëlys. Donc, il fait partie, on va dire, de votre équipe. Si on peut dire, il a son autonomie, il est libre de ses décisions, mais il est rattaché au ministère public de la Cour d'appel de Grenoble, d'une certaine manière, même s'il est complètement libre de ses décisions et de ses choix. Alors vous êtes de sa communication aussi. Oui, il a beaucoup communiqué. C'est pour ça que médiatiquement, il est désormais connu. Vous êtes arrivé à Grenoble il y a à peu près 1 an et demi. Oui, c'est ça. C'est une juridiction sensible, le territoire grenoblois ? C'est une région où il se passe des choses. Il se passe des choses, Grenoble en particulier, mais pas seulement. Des accidents de montagne, malheureusement, en Isère, dans les Hautes-Alpes également. J'étais auparavant à la Cour d'appel de Chambéry, qui est aussi une région très concernée par beaucoup de phénomènes, et notamment l'accidentologie en montagne, qui est un sujet qu'on retrouve dans toute notre région. Alors vous avez travaillé avant ça en Corse et à Marseille. Là aussi, c'est peut-être pas l'accidentologie de montagne qui domine, mais pas trop. C'est pas les endroits les plus calmes en termes de criminalité. Il y avait de l'accidentologie mortelle, homicide, si je puis dire, notamment dans les cités. C'est malheureusement un phénomène récurrent sur le secteur de Marseille. Oui. C'est des expériences marquantes de travailler. Je crois qu'en Corse, vous étiez à l'époque de Oui, l'affaire j'y étais Erignac, il y a longtemps, lors de l'assassinat du préfet Erignac. 1 an après, il y a eu l'affaire des Paillotes, sombre affaire. Mais j'ai connu des accidents de montagne en Corse, comme des accidents aussi à Marseille, sur les calanques de Marseille, des accidents nautiques aussi, de plongée sous-marine. Il y a des drames criminels, mais il y a aussi malheureusement les aléas de la vie, dont on va parler ensemble, je pense. Le procureur, c'est aussi le magistrat qu'on appelle dès qu'un crime est commis. Vous allez sur les scènes de crime. Il dirige la police judiciaire. C'est à lui que revient le suivi de tous les crimes et délits dans son secteur territorial. C'est lui qui décide s'il poursuit ou pas telle personne et qui va ensuite demander une peine devant le tribunal. C'est tout un processus judiciaire important et le procureur il est au contact direct des services d'enquête. J'imagine que ce n'est pas évident d'être confronté à des morts violentes sur le terrain. Ça fait partie, oui, les morts criminelles, mais également des accidents, les suicides, tout ce les drames de la société, d'une certaine manière. Ce n'est pas toujours très rose, vous le savez, mais ça donne une certaine philosophie de la vie. Je ne sais pas si c'est cette philosophie que vous avez couchée dans un livre qui s'appelle « Mes homicides », un procureur face au crime, avec un sous-titre un peu surprenant, un voyage fascinant au pays des tragédies sanglantes. Ça vous fascine le crime ? Ça m'intéresse professionnellement, je dirais, mais vous savez, le crime, là aussi, c'est le reflet de la vie. On est toujours étonné qu'un citoyen, son voisin, un jour, puisse basculer, on le voit tous les jours, dans une tragédie. Et je crois qu'on a tous, d'ailleurs, en soi, un potentiel criminel. Heureusement, on a tous des inhibitions, mais un moment de dépression, un moment de colère, d'énervement, d'humiliation amène à l'extrême, à l'irréparable. Et
Ça fait partie du métier, je crois. C'est fascinant parce que ça oblige à travailler avec d'autres professionnels de la psychiatrie, de la sociologie, etc. Je trouve ça très intéressant. C'est étonnant ce que vous dites, parce qu'on a tendance à imaginer les criminels comme des personnages un peu hors du commun. On le voit dans les séries, on le voit dans les films. Vous me dites finalement, c'est Monsieur Tout-le-Monde. Bien sûr, c'est Monsieur Tout-le-Monde. On le voit tous les jours. Ça peut être le mari dépressif qui tue toute sa famille, ça peut être la querelle de bar, ça peut être le différend de voisinage. C'est justement ce qui surprend quand on voit des reportages. On dit mais il était très, très gentil, mais ce monsieur, on n'aurait jamais imaginé qu'il aurait pu faire ça. Il y a des criminels hors normes. Mais il y a le criminel ordinaire, voilà, et très vite, on peut être victime, mais on peut être aussi un jour mis en cause, peut-être pas pour le meurtre de quelqu'un, mais pour une histoire de bagarre, de dispute. C'est ce qu'on a quotidiennement. Comme un hôpital, vous savez, qui traite de la pathologie médicale, nous, on traite de la pathologie sociale. C'est la société, en fait. C'est la société qui n'est pas toujours avec des moments de grande joie, des moments extraordinaires, et aussi des moments terribles. Alors, dans quelques jours, ce ne sont pas des criminels que vous allez recevoir à Grenoble, mais des montagnards, dans le cadre d'une conférence un petit peu particulière. C'est quoi l'objectif de cette rencontre ? Alors, c'est la 4e rencontre ouverte au public que nous organisons à Grenoble, après une précédente à Grenoble, une à Gap et une à Chamonix. L'idée, c'est, avec mes amis guides de haute montagne, c'est de réfléchir en commun aux décisions de justice, au traitement judiciaire d'un accident de montagne, un accident grave, souvent mortel. Comment ça se passe et en quoi les décisions de justice peuvent-elles aider la profession à mieux réfléchir, à prévenir, c'est ce qu'on souhaite, à prévenir des drames. On parle du risque de la montagne, mais comment peut-on travailler ensemble et donner à voir ce monde un peu mystérieux qu'est celui de la justice, démythifier un petit peu ça et rappeler ce que dit le droit. Tout simplement le droit de la République, lorsqu'un accident a lieu, si une faute est commise, comment ça se passe. Et c'est ce qu'on va très exactement essayer de représenter la semaine prochaine lors de la soirée ouverte au public, où on va reconstituer une audience correctionnelle à partir d'une vraie affaire qui sera anonymisée. Et ce sera quelque chose que je pense très intéressant pour le public. Alors, vous reconstituez un vrai procès avec des acteurs qui vont jouer des rôles plus ou moins de composition. Vous, j'imagine que vous serez le procureur ? Non, j'aurai des collègues qui sont plus légitimes que moi, mais des magistrats qui feront le procureur et le président d'audience, des avocats qui ont bien voulu venir pour jouer le rôle de l'avocat de la défense, l'avocat de la victime, ainsi nos amis guides de haute montagne. L'un d'entre eux jouera le rôle du prévenu, Eric, qui est ici présent. Et je pense que les deux autres, avec qui on réfléchit ensemble depuis déjà longtemps, feront le rôle des assesseurs correctionnels, de façon à ce qu'on ait un petit groupe de praticiens du droit et de praticiens de la montagne pour échanger entre eux et aussi avec les personnes qui nous feront le plaisir de venir cette soirée-là, le 24. Alors, Éric Descamps, vous serez l'accusé pendant ce procès un petit peu particulier. Ce n'est pas une première pour vous, ces conférences montagne et justice initiées par Jacques Dallest. Vous êtes dans le processus depuis la première. Depuis le début, et depuis le tout début d'ailleurs. C'est-à-dire que l'idée de faire des soirées publiques n'est pas venue immédiatement. Elle est venue après un petit moment de travail. Et le point de départ était... En ce qui me concerne, le constat que le monde de la montagne et le monde de la justice ne se rencontrent pas très souvent, que les rares fois où ils se rencontrent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé, et que donc nous le craignons, ce qui est un peu normal. Et puis le deuxième constat, c'est que dès lors qu'il y a un accident mortel, une enquête est ouverte, et que la manière dont cette enquête se déroule... cherche à déterminer les causes, cherche à déterminer les responsabilités, donc d'abord les causes, par une série de questions qui sont posées aux prévenus, qui sont des questions extrêmement factuelles, extrêmement précises, poussées, concrètes. Et quand on voit comment se passe un interrogatoire, on se dit que parfois, c'est des questions qu'on aurait peut-être été bien avisé de se poser un peu plus tôt, pour éviter que l'accident se produise. Quand, par exemple, on nous demande « mais pourquoi cette décision-là, vous l'avez prise à ce moment-là qu'est-ce qu'il y avait dans la balance? Pourquoi vous l'avez fait en dépit d'un risque peut-être dont vous avez déjà mesuré l'existence? Qu'est-ce qui justifie cette prise de risque avec ces personnes ?»
Autant de questions qu'il n'est pas toujours facile du tout de se poser sur le terrain, pris dans le déroulement, pris dans la beauté, pris dans la motivation, pris dans toutes ces choses-là, et qui pourtant sont décisives en termes de prévention. Et donc, l'intention est vraiment de faire en sorte que mieux connaître ce processus judiciaire est une valeur pédagogique pour nous, pour peut-être apporter une pierre à l'édifice de meilleures décisions sur le terrain. Vous êtes guide depuis plus d'une trentaine d'années. Vous avez été confronté dans votre vie professionnelle à la justice ? Non, j'ai eu cette chance. Mais je dis bien j'ai eu cette chance parce que je fais tout pour que ça n'arrive pas, mais j'ai conscience aussi que ça peut arriver. C'est-à-dire qu'on est loin, on est fragile, quoi. On est dans un milieu qui comporte de l'aléa, dans lequel on s'inscrit avec de très fortes motivations, en accompagnant des gens, quand on est guide par exemple, qui nous embauchent pour se débarrasser sur nous de la responsabilité de prendre des risques. Mais ils ont envie de sentir ça. Et donc on est dans une chose assez paradoxale où notre première responsabilité, c'est de ramener tout le monde. Mais en dessous de ça, il y a une attente aussi de quelque chose que les personnes vont chercher, qu'on connaît nous aussi dans la pratique de la montagne, et qui peut rentrer en conflit avec cette mission-là. Ouais. On engage un guide à la fois pour être en sécurité, mais aussi pour faire un sommet. Pour faire quelque chose qu'on ne ferait pas tout seul. Oui. Et on ne le fait pas tout seul parce que techniquement, peut-être, on ne s'en sent pas capable, ou parce qu'on n'ose pas, ou parce que c'est plus confortable de s'en remettre à quelqu'un pour la décision, tout simplement. Donc, c'est un peu ambigu, parfois, ça peut être contradictoire, et ces contradictions-là, en notre fort intérieur, elles sont très dures à lever. C'est-à-dire que parfois, on va trop loin, ou on se surprend à être allé trop loin, tout simplement parce qu'on veut faire plaisir, ou parce qu'on pense que si on ne va pas pousser un petit peu le bouchon, la personne qu'on accompagne, elle aura pas trouvé ce qu'elle était venue chercher, ou ce que nous croyons qu'elle est venue chercher. Parce que je pense que personne ne va en montagne pour mourir, parmi nos clients. Et donc, mais c'est pas toujours facile d'avoir ça comme un repère absolu à chaque moment, quoi. Et ces interrogatoires que éventuellement on subit dans le cadre d'une enquête à ces différents stades nous ramènent à ces faits, nous ramènent à ces moments où quelque chose s'est passé qui a eu des conséquences très lourdes pour la suite, ou ces moments où une chose après l'autre, la situation s'est aggravée au point que une catastrophe a pu se passer, quoi. Donc c'est ça, moi je connais rien à la loi, à vrai dire. Je commence à découvrir grâce à ce travail. Non mais au fond, je ne connais rien. Mais la seule chose qui m'a frappé, c'est le côté factuel des questions, le côté précis, le côté poussé, sans préjugés. On me demande potentiellement ce que j'ai fait, de la même manière qu'on me demanderait à l'issue d'un accident de voiture, pourquoi j'ai pas mis mon clignotant, pourquoi j'étais à 120 au lieu de 110, pourquoi je suis parti alors que j'avais bu un demi-verre de vin, enfin voilà. Et c'est ces questions-là qu'à chaque moment, on devrait, dans l'idéal, être capable de se poser pour ne pas se laisser prendre par les situations. Donc c'est ça l'intérêt. C'est ça la motivation, en ce qui me concerne, de tout ce que nous faisons, et qui a conduit à faire ces soirées publiques où la reconstitution crée une mise en situation, une émotion, provoque chacun à se questionner sur ses propres pratiques. Et nous, on est là un petit peu pour à la fois satisfaire une curiosité quant au processus judiciaire, mais surtout encourager le fait que les pratiquants, amateurs et professionnels, se questionnent sur leurs propres responsabilités dès lors qu'on met le pied en haute montagne. Alors, cette soirée, cette reconstitution, ça se passera ce mardi 24 avril à Canopée. C'est l'ex-CRDP qui est un peu plus connu peut-être des anciens grenoblois. C'est avenue du Général Champon à Grenoble. Philippe, il y a un public ici à Grenoble pour ce genre de réflexion. Il y en a eu un l'an dernier, puisqu'il y avait plus de 200 personnes qui étaient venues suivre la première conférence, avec un public peut-être particulier à Grenoble, moins de professionnels, encore qu'il y en avait quelques-uns, mais aussi beaucoup d'encadrants bénévoles qui étaient là pour voir de quoi il s'agissait. Et c'est d'ailleurs ce public-là qu'on cible en particulier. Il y a plus de 6000 adhérents du CAF sur l'Isère, donc il y a un public là potentiel, plus tous les autres clubs. Donc voilà, c'est le public qu'on vise et c'est
une de nos vocations que de pouvoir poser des débats publics de cette façon-là. Jacques Dallès, Éric Descamps faisait le parallèle avec un accident de voiture. Il n'y a pas un droit spécifique à la montagne On le rappelle toujours dans ces conférences, dans ces soirées, c'est qu'il n'y a pas un droit pénal de la montagne. Comme il n'y a pas un droit pénal de la mer ou un droit pénal de la conduite automobile, même s'il y a un code de la circulation routière. Il n'y a pour l'instant pas de code de la montagne, stricto sensu. Non, on applique simplement des textes assez généraux qui condamne ce qu'on appelle l'homicide ou les blessures involontaires, par imprudence, maladresse, inattention. Donc c'est très vaste comme concept, et les juridictions adaptent au cas concret qui leur est soumis la loi, et font une réflexion, et ce qui fait qu'on est forcément dans le subjectif. En quoi ce qu'on reproche au guide, au moniteur de ski, est une faute pénale. Est-ce qu'il a commis véritablement une imprudence ? Et ça, c'est, comme l'a dit Éric, c'est un ensemble de circonstances qui vont être examinées. On ne cherche pas, évidemment, à trouver le guide absolument parfait qui fait aucune faute. On regarde s'il y a une faute, ce que dit la loi, grave, une faute caractérisée. Pour être punissable, en droit français, il faut avoir commis une faute grave lorsqu'on est l'auteur indirect d'un dommage, lorsqu'on a causé indirectement un dommage. Voilà, c'est ce que dit la loi. Donc on le rappelle, et c'est bien de dire que la République nous offre un droit qui s'applique à tous les citoyens, qu'on soit dans une voiture, qu'on travaille chez soi, qu'on travaille de façon salariée, il y a un droit qui s'applique à tout le monde. Qu'est-ce qui enquête dans les accidents de montagne Soit le PGHM, soit les CRS de montagne. Qui vont sur place, qui vont sur place en alternance pour l'Isère et les Hautes-Alpes, et qui se partagent les accidents, le sauvetage évidemment. C'est les mêmes qui font le secours et qui font l'enquête. Sauvetage, sont d'abord des secouristes, et également officiers de police judiciaire pour ensuite mener l'enquête s'il y a mort d'homme notamment. Alors là, le cas concret que vous allez proposer à Grenoble, ça implique pas un professionnel en l'occurrence, mais plutôt un bénévole encadrant. On a eu du mal à trouver une décision de justice qui intéresse un non-professionnel. Il y en a peu. Comme d'ailleurs, il y a assez peu de décisions qui intéressent des professionnels. Et comme on aura un public, comme l'a dit Philippe, qui n'est pas forcément un public de professionnels de la montagne, c'était intéressant d'avoir un cas concret. On s'identifiera peut-être plus facilement. Il faudra qu'on rappelle que ça aurait pu s'appliquer aussi à un professionnel de la montagne. Vous savez, dans ce domaine, il faut être humble et modeste. Comme l'a dit Éric, même si on est très expérimenté, on peut commettre des erreurs. Et même quelquefois, quand on est très expérimenté, on s'autorise quelques facilités. C'est comme vous êtes en voiture, vous connaissez bien le trajet domicile-travail, et c'est celui qui est le plus dangereux. C'est celui où on a le plus d'accidents. Et une montagne, vous la connaissez parfaitement, et c'est peut-être dans cette montagne qu'il se passera des choses. Voilà, ça fait partie des choses qu'on va dire, expliquer ensemble. Alors, le cas concret, je crois que ça se passe dans les droites, le massif du Mont Blanc, aux Courtes. Aux Courtes. J'étais juste à côté. Ce procès, cette reconstitution, comment vous allez la jouer Est-ce que les avocats seront en robe noire? Est-ce que l'accusé, il vient comme il est, j'imagine, mais en robe de bure. Il n'est pas emprisonné. Non, donc, mais il faut essayer de simuler, de refaire ce qu'on ferait dans une salle d'audience, c'est-à-dire les rôles, les juges, le procureur, l'avocat de la défense, l'avocat de la victime. Il manquera le greffier, on s'en dispense, et un prévenu. Et donc on va remettre en situation, grâce à la Maison de la Montagne, au Canopé, cet espace qui est un espace de travail qui fonctionne régulièrement, rarement pour les accidents de montagne, puisqu'il y a peu d'affaires, et que le public soit comme s'il était dans une salle d'audience et voit la scène. Il y a une forme théâtrale d'une certaine manière. Vous savez, l'audience, on dit que ça peut être aussi une dramaturgie. Il y a d'ailleurs souvent la vie des personnes qui est dedans, et on va essayer de refaire ça le plus concrètement possible, mais de façon un peu ramassée, puisqu'une audience peut durer des heures. Là, on aura un temps plus limité, c'est ce qu'on va s'efforcer de faire. Éric, vous avez déjà préparé vos arguments pour vous défendre? Alors, je me suis approprié déjà un peu l'histoire, les faits en fait, et puis aussi le type d'arguments que la personne qui avait été concernée avait tenté de faire valoir pour diminuer la faute qu'on pouvait éventuellement lui reprocher, et qui sont des choses qu'on peut comprendre, c'est-à-dire je pense que
dans l'histoire en question, la personne était intimement persuadée d'avoir bien agi, même si les faits lui ont donné tort, et même si les questions qu'on lui pose lui montrent qu'il y a peut-être une autre manière de voir. Mais cette difficulté-là, elle représente une vraie réalité dans toutes les prises de décision. C'est-à-dire, est-ce qu'on est suffisamment lucide pour avoir conscience que là, on est en train peut-être de ne pas agir très bien? C'est ça qui est en jeu, en fait. Donc oui, je me suis approprié le cas. On va le jouer, si j'ose dire, aussi réalistement que possible. C'est-à-dire, on ne va pas avoir un verbatim sous les yeux sur lequel on va se caler, mais chacun des protagonistes va jouer le rôle qu'il aurait dans la situation réelle en ayant la meilleure connaissance possible du cas. Et le public, je crois, pourra donner son jugement, son verdict. On a le projet de faire voter le public sur la culpabilité ou pas. Vous savez, à l'issue d'un procès, le tribunal doit dire est-ce que la personne est coupable des faits qu'on lui reproche ou pas. Ça peut être intéressant de voir le partage pour ou contre dans le public. Le verdict sera peut-être pas le même que celui qui a été prononcé dans la réalité. On va laisser ça en suspense pour justement que... Et on verra que ça peut être assez partagé d'ailleurs, parce qu'on a déjà fait cette expérience. C'est ça qui est intéressant. Bon, il y aura un débrief d'ailleurs ensuite avec les intervenants et ça la puisse salle. servir aussi après aux écoles. Ça peut être un support utile pour l'ENSA, pour des écoles de formation, de réfléchir à travers parce que je ne suis pas certain qu'on le refasse si facilement que ça, cet exercice. C'est un peu une première, donc autant s'en servir, comme l'a dit Eric, pour de la pédagogie par la suite. Très bien, à ne pas rater donc, ce mardi 24 avril. Il y a beaucoup d'événements en montagne, de conférences tout au long de l'année dans le cadre de ce qu'organise la Maison de la Montagne. Mais celle-là, elle est un peu unique. C'est pour ça qu'on voulait faire un focus particulier ce soir. C'est la fin de l'hiver, Philippe, le début de la saison estivale. Et les activités montagne ne vont pas se passer uniquement dans les amphis de la ville. Non. Alors, d'une part, c'est la 6e conférence qui va clôturer en fait les conférences, un cycle de l'hiver. Là, on va aller en montagne. Effectivement, on a 30 jeunes qui montent à Rocheforiot début juin. Donc, dans le massif des Écrins. On a actuellement la saison basson plein et on a des jeunes qui sont en sortie quasiment tous les jours, soit que des collégiens, des lycéens ou des jeunes de MJC. On est pendant les vacances et les MJC en ce moment. Donc il y a une forte activité montagne jusqu'à l'été. Ça sont des jeunes qui s'initient à l'alpinisme. C'est un programme qui existe depuis longtemps à Grenoble. Et les guides sont partie prenante de cette opération. C'est le bureau des guides et uniquement le bureau des guides qui encadre ces 300 jeunes qui sortent et qui réalisent à peu près 2000 journées dans l'espace entre janvier, sur toutes les saisons, il faut le préciser, pas que l'été, de janvier jusqu'à juillet, et dans toutes les disciplines. On a eu du ski de randonnée cet hiver, on a de la cascade de glace quand il faisait un peu froid, et on en a eu cette année, de la randonnée pour les plus jeunes, et de l'alpinisme. Effectivement, on finit par des sorties d'alpinisme avec des nuits en refuge, en général au cours du mois de juin et début juillet. Extrapolons un petit peu dans le cas d'un accident, c'est sorti avec des jeunes. Non, mais c'est fictif. On est dans la fiction aujourd'hui. C'est le guide ou c'est l'organisateur, la ville de Grenoble, qui peut être impliqué dans un procès, Jacques Dallest? Toutes les personnes qui ont participé au processus peuvent être impliquées. Dans une affaire judiciaire, on ratisse large, on cherche à dégager une éventuelle faute pénale. Donc ça peut être une personne physique, mais ça peut être une personne morale qui a salarié cette personne physique ou qui l'a formée. Voilà, tout ça, le spectre est très vaste. Plus on remonte le lien de causalité entre le fait et le dommage, plus c'est difficile à établir une responsabilité. On ne cherche pas des coupables à tout prix. On doit aux victimes, à leurs proches, des explications sur ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une succession de fautes, d'erreurs? Et quelquefois, on voit un enchaînement d'erreurs. Bon, Philippe, pour l'instant, il n'y a jamais eu de problème dans ces sorties et on n'en est pas là, mais c'était intéressant de voir aussi qu'une collectivité peut prendre des risques, entre guillemets, en initiant ce genre de sortie, mais ça fait partie aussi des missions que la ville de Grenoble s'est chargée depuis de nombreuses années. Il y a un autre temps fort qui approche, même s'il est encore un peu loin, c'est les rencontres du Siman Montagne qui ont lieu au mois de novembre et qui, cette année, fêteront leur 20e anniversaire. Donc j'imagine que vous êtes déjà en train de il y a une certaine réfléchir pression. À cette édition. Il y a une certaine pression parce que déjà l'an dernier, on a fait le plein tous les soirs. Même on a refusé du monde certains soirs. Donc on aimerait faire au moins aussi bien,
sinon mieux. On augmente la jauge pour permettre à d'autres personnes de venir. On a une pression sur le contenu. Donc, pour le moment, on attend des films. On n'a visionné que quelques films. Et donc, tout le travail va commencer dans les semaines qui viennent. Donc, voilà, on a plein de choses à améliorer. On a beaucoup écouté ce que nous ont dit les 1000 personnes qui ont répondu à l'enquête de satisfaction. Donc, on sait les marges de progression qu'on peut atteindre. Et puis, on sait qu'il ne faut pas qu'on baisse là où on a réussi l'an dernier. Donc, ça fait pas mal de pression, effectivement, jusqu'au mois d'été. Bon, pour la 20e édition, donc au mois de novembre. Peut-être Du 6 au 10. Du 6 au 10 novembre, les dates sont déjà fixées. Peut-être que dans une future édition, faire un procès en public, mais devant 3000 personnes au Palais des Sports pour ouvrir les rencontres ciné-montagne, ça peut peut-être être une idée. Nous allons faire nos journées portes ouvertes de la justice le 15 septembre dans le cadre des Journées du patrimoine. On l'a fait l'année dernière, on a eu 1500 personnes et on va le refaire cette année. Et on envisage de reconstituer un procès correctionnel ordinaire, une agression de rue, comme malheureusement il y en a tous les jours à Grenoble. Montrer au grand public comment ça se passe lorsqu'on juge l'auteur d'une agression, un vol à l'arraché dans la rue. Ça aussi, c'est toujours ce travail d'ouverture, d'explication et de pédagogie qui me semble intéressant de faire. Il faut que la justice, qui est une institution un peu particulière, s'ouvre à la cité. Enfin, moi, en ce qui me concerne, ça a toujours été une des grandes préoccupations. Et ben voilà, l'ouverture, c'est celle du 24 avril, à partir de 18h, à l'amphi Canopée à Grenoble, peut-être réservé en amont. Oui, il suffit de téléphoner à la Maison de la Montagne ou plus simplement d'envoyer un mail à l'adresse de Grenoble Montagne de façon à qu'on puisse se sentir un peu préparer cette soirée au mieux. Très bien, merci en tout cas à tous les trois. Si vous voulez approfondir ce sujet, je vous renvoie vers le site internet de Télé Grenoble avec l'émission Grand Air qui était également consacrée à cette thématique. Nous on se retrouve dès demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.